Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast vidéo. Aujourd'hui, on vous propose un format un peu particulier, un échange en toute authenticité avec Shiraz, fondatrice et CEO de Aranax Real Estate. Une femme au parcours inspirant et la vision affirmée. Exceptionnellement, on inverse les rôles aujourd'hui. Shiraz, cette fois-ci, c'est moi qui vais te poser les questions. Donc, je me présente, je suis Soraya, je suis son assistante, donc je l'accompagne au quotidien. Donc dans cette belle aventure entrepreneuriale. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de donner la parole pour qu'elle nous partage son histoire, ses débuts, ses choix et surtout sa vision de la vie. Donc alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans l'univers de Shiraz. Pour commencer, Shiraz, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bonjour, merci de me donner l'occasion de m'exprimer aujourd'hui. On inverse les rôles, donc ça fait plaisir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis de mon full name, Shahrazad en arabe. Et c'est vrai que mon surnom c'est Shiraz, tout le monde m'appelle Shiraz depuis pas mal d'années. Donc si vous voulez être à l'aise avec Shiraz, appelez-moi Shiraz. Et Shiraz, elle est qui? Elle est cette jeune fille qui vient de la campagne française. Donc je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai étudié en France et je viens d'une région qu'on appelle le Rhône-Alpes, donc c'est la région lyonnaise. J'ai vécu et j'ai grandi dans une toute petite ville à côté de Lyon, où j'y ai fait mes études, où j'ai grandi, où j'ai rêvé. Et aujourd'hui, je me retrouve aux Émirats Arabes Unis. C'est une chance pour moi aujourd'hui de pouvoir raconter mon parcours parce que c'est vrai qu'on me le demande souvent. J'ai 29 ans, je vais avoir 29 ans. C'est vrai que les années passent très très vite. Je suis maman d'un petit garçon de 4 ans. Je suis également l'épouse d'un jeune homme. Ça fait beaucoup de casquettes. Et je suis également entrepreneur, investisseur, conférencière. Et je me proclame aussi coach de vie, de business et de mindset. Voilà. Ça fait rêver. Ouais. Tu as beaucoup de casquettes. Ça fait beaucoup? Ça fait beaucoup, mais c'est bien également. Ok. Donc, non, c'est une bonne chose. Merci. Alors, on te voit souvent mentionner dans tes interviews ou sur tes réseaux que tu es arrivé aux Émirats avec seulement 2500 euros. Donc, c'est peu. C'est très peu, en effet. Tu peux nous raconter un petit peu cette partie de ton parcours et parler un peu de tes débuts ici à Dubaï? D'accord. Alors, dans un premier temps, quand je suis arrivée aux Émirats Arabes Unis, je suis arrivée à Abu Dhabi. Et c'est vrai que l'idée, cette question de 2500 euros, elle est réelle. Alors, il faut savoir que je suis venue avec mon époux, d'accord? Parce que c'est des questions qui reviennent souvent, c'est comment tu as fait avec 2500 euros? Tu es venue seule? Est-ce que tu as rencontré ton mari ici? Est-ce que tu l'as rencontré avant? Est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu es célibataire? Donc réellement, pour que vous compreniez, je suis venue avec mon époux, on était jeunes. Mon époux et moi-même, on a seulement 2 ans de différence. Voilà, on a à peu près la même vision de la vie. Et c'est vrai que au niveau de l'entrepreneuriat, moi, je suis un peu plus dingo. Je fonce. Lui, il est un peu plus terre à terre. Et c'est vrai que les 2500, c'était la trésorerie que nous avions à ce moment-là, parce qu'on était jeunes. J'allais sur mes 19 ans et lui 21. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, on avait peu d'économies, mais on avait cette envie de changer de vie et de ne pas entreprendre en France. Donc nous arrivons à Abu Dhabi, non pas à Dubaï. Donc l'aventure commence à Abu Dhabi. D'ailleurs, j'ai une attache particulière à cette ville, qui est la capitale des Émirats Arabes Unis. Donc j'arrive à Abu Dhabi avec 2500 euros. Mais ce qu'il faut savoir en amont, c'est qu'avant de venir, nous avions déjà payé nos visas et nous avions payé 2 mois de location court terme. Donc on avait déjà une longueur d'avance sur le visa, sur l'habitation, et on avait payé une partie de la LLC que nous avions créée. Alors en arrivant aux Émirats, on arrive avec une LLC de design intérieur et de rénovation intérieure. Mon époux venant d'une famille de constructeurs, je trouvais que la suite logique, c'était de continuer sur ce chemin-là. Donc j'ai un peu poussé mon mari à entreprendre également ici, à se détacher aussi un petit peu du cocon familial qui lui tenait très très à cœur. Donc ça a été un nouveau départ pour lui et pour moi à Abu Dhabi. Donc on crée la société de construction. Et c'est vrai que à ce moment-là, on a 2500 euros. 2500 et des brouettes, vraiment. Et ces 2500 vont aller très très vite. Il faut payer le premier mois de location de voiture. Il faut se loger. Et malheureusement, tu ne sais pas réellement ce qui va t'arriver, mais on n'avait pas d'assurance santé. Donc le premier mois, mon époux tombe malade. Il a la salmonelle. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est.
Non, mais je pense que c'est une maladie assez... C'est une bactérie en fait que tu attrapes en mangeant malheureusement dans un fast-food ou anyway. Donc il attrape la salmonelle et suite à ça, 41 de fièvre, hospitalisation, et c'est beaucoup de frais, on n'a pas d'assurance et on n'a pas beaucoup d'argent. Et on a eu la chance à ce moment-là, je pense qu'on a eu une grosse protection de Dieu, je le dis toujours. Il a réussi à faire une assurance qui l'a sauvé. Donc ça, c'est la première des choses. Et suite à ça, c'est mon épreuve à moi. Et là, ça a été une épreuve qui était terrible. Et je pense que c'est grâce à cette épreuve que mon mindset est autant développé aujourd'hui et que je suis peut-être aussi forte. Donc à l'âge de 19 ans, j'ai une grosse douleur au ventre. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais réellement raconté sur les réseaux sociaux. Donc j'ai 19 ans, je ne suis pas maman, je suis plus ou moins jeune mariée à ce moment-là. Je suis dans un pays que je ne connais pas et j'ai une douleur qui me prend comme ça un soir. Donc je me rends à l'hôpital, la douleur elle est tellement énorme que je n'arrive pas à respirer et à marcher. Et en arrivant à l'hôpital, en fait, je me rends compte que j'ai un kyste à l'ovaire droit. D'accord ? C'est des choses qui sont très communes chez les femmes, mais qui n'étaient pas réellement logiques pour moi à ce moment-là, parce que j'ai pas réellement été éduquée à la gynécologie, tu vois. D'accord, comprends mieux. Donc, anyway, j'arrive à l'hôpital et en fait, je me rappellerai toute ma vie parce que la souffrance, elle était terrible. Et en fait, le docteur vient à moi et il me prend un espèce de mouchoir et il me dit, je vais t'expliquer ce que tu as. Et en fait, il prend le mouchoir et il le tourne en deux comme ça. Et il me dit, vous avez une torsion de l'ovaire, madame. En fait, le kyste était tellement gros qu'il a coupé mon ovaire en deux. Et c'est ça la douleur que je ressentais. En fait, mon ovaire est coupé en deux sous le poids de cette grappe de kyste en fait, qui enveloppe mon ovaire droit. Donc, je pars en hospitalisation. Donc, ils m'envoient au bloc. Et puis, je me réveille d'une anesthésie générale qui est terrible et douloureuse. Et en fait, quand je me réveille, je ne sais pas qu'on va m'enlever l'ovaire. En fait, quand je me réveille, moi, on me promet qu'on va m'enlever le kyste. Et quand je me réveille, on m'a enlevé l'ovaire. Donc là, je me retrouve à 19 ans avec un organe en moins. Une douleur terrible. Une cicatrice, en fait, qui restera marquée à tout jamais, parce qu'elle fait vraiment peut-être 18 cm. C'est une césarienne, quoi. Le truc, à 19 ans, c'est terrible. Et je me souviens, quand je sors de l'anesthésie qui est en train de partir tout doucement, je suis en salle de réveil, et j'arrive même pas à reprendre mon souffle tellement j'ai mal. Je suffoque, et même le fait de respirer me fait mal, tu vois, à l'intérieur de moi. La douleur a dû être très forte. Très, très forte. Elle m'explique brièvement qu'il y avait une tumeur, en fait, donc il n'y avait pas le choix, il fallait absolument enlever l'ovaire. Donc ils ont enlevé l'ovaire droit et ils ont un petit peu gratté au niveau de la trompe. Et en fait, je tombe sur un docteur, une chirurgienne, qui me dit malheureusement, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Je dis pardon. Et moi, ce n'était pas réellement mon vœu à ce moment-là, j'ai 19 ans, tu vois. Donc elle me dit, je suis désolée, mais avec un ovaire en moins, c'est compliqué, vous êtes jeune, et c'est pas des opérations qu'on fait à 19 ans, et je me rappellerai toute ma vie de la cruauté de ces mots. Et en sortant de cette opération, je me suis mis en tête que plus personne n'allait me parler comme ça, que plus personne n'allait me démotiver, me démoraliser ou me mettre en dépression, en bad mood, tu vois, parce que ça m'a vraiment touchée, en négativité. Donc je suis sortie d'ici avec cet ovaire en moins. Mais c'était une nouvelle moi, tu vois. C'était réellement une nouvelle moi qui sortait de l'hôpital. Et puis là, je me rappelais toute ma vie, je me suis dit, il ne faut absolument pas que je rentre en France. Il ne faut pas que je me démotive, même si ça fait mal, même si je suis en souffrance, je vais aller faire des flyers et je vais aller déposer ces flyers dans tous les buildings d'Abu Dhabi. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est très simple. C'est pour ça que je dis que vraiment tout est possible dans la vie pour entreprendre. Je me suis fait des flyers et ces flyers-là, j'ai mis un nom français. Donc, on avait appelé la société La Bonne Adresse. Rénovation, design intérieur, aménagement intérieur, construction. Donc, La Bonne Adresse, c'était la LLC que nous avons créée. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je vais faire des flyers. Je les distribue dans tous les buildings d'Abu Dhabi. Vraiment tous les buildings. Et en fait, dans tous les buildings d'Abu Dhabi, tu as des watchmen, des mecs de la sécurité. D'accord. Et je leur dis, s'il vous plaît, je peux les poser, vous les distribuez à tout le monde quand vous pouvez. Et je vous donnerai quelque chose à la fin du mois. Là, tout de suite, je ne peux pas, mais je vous le promets. Il me dit, OK. C'est comme une sorte de commission. Ouais. Tout à fait. Je sais que ce n'était même pas légal à ce moment-là de le faire, pour pas faire de la distribution de publicité comme ça. Je pose sur les pare-brises de voitures, dans les supermarchés. Là où je peux, je le pose. Je fais peut-être 1000 flyers. Et là, c'est le coup de fil qui va changer ma vie. Un jeune homme du Luxembourg me téléphone. Il est expatrié à Abu Dhabi. Et ce jeune homme, il travaille pour une compagnie française à Abu Dhabi
Et il n'a pas le temps de meubler son appartement. Il vient d'emménager à Abu Dhabi, il a un petit budget pour meubler son appart. Il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai une semaine, il faut meubler mon appartement. Je lui dis, ok, bien sûr, j'arrive tout de suite, je prends les plans de l'appartement, je vais avec mon époux, on prend des photos, on va à Ikea, je respecte le budget du monsieur. En fait, il avait un budget de 40 000 dirhams. Ce qui fait en euros 10 000 euros. 10 000 euros. Ouais, 10 000 euros. J'aimerais bien qu'il voie ce podcast un jour. Je ne sais même pas ce qu'il devient, tu vois. Et en réalité, ça me touche beaucoup cette histoire parce que c'est réellement ce qui a tout changé. C'est ce qui m'a fait démarrer professionnellement. C'est ce qui m'a motivée aussi à entreprendre. Donc, je meuble l'appartement. Ça a été hyper motivant, excitant parce que tu te retrouves avec un appartement qui est complètement vide. Et puis, grâce à ces inspirations, tu vas meubler son appartement, tu vas le rendre à son goût. Et donc là, je termine, je suis épuisée, on a tout fini, on a meublé, on a décoré, on a peaufiné. Et là, c'est l'heure du reveal, tu vois, il va... C'est un petit peu la surprise, il va découvrir du coup son appartement. C'est Damido, je sais pas si tu vois, c'est quoi l'émission. Ouais. Donc c'est The Reveal, et là, il est content, il est reconnaissant, et il est super excité en fait, de vivre dans son nouvel appartement. Et à ce moment-là, il me dit, mais d'ailleurs, combien je vous dois ? Et en fait, c'était mon erreur, c'est qu'à ce moment-là, j'étais tellement dans l'excitation, tellement dans le début que je m'étais même pas fixée de tarifs, de prestations. Je l'ai fait parce que c'est venu à moi et je voulais pas le perdre. Donc je l'ai fait. J'ai même pas reculé. J'ai pas fait de devis. Il m'a fait confiance. Donc je me suis dit, fais-le. Et en fait, je lui dis, je sais pas. Tu n'avais aucune idée de combien est-ce que tu allais lui demander pour cette prestation ? Du tout. Je lui dis, je sais pas. Il me dit, vous avez bien une prestation, vous avez bossé, enfin, vous prenez combien habituellement ? Et je lui dis, je vous avoue que c'est la première fois. C'est bon ça. Mais j'étais vraiment... j'avais honte, j'étais timide à ce moment-là, il y avait de la honte, il y avait de la timidité, il y avait en même temps une sorte de... Je veux pas mentir, tu vois, parce que c'est réel, c'est la première fois. C'est mon premier ameublement comme ça aux Émirats, dans un pays que je connais pas. En plus, le mec, il est content. Il me dit, ok, est-ce que vous pouvez revenir, je crois dans 4 heures, un truc dans le genre. Je lui dis oui. Il habitait sur la corniche d'Abu Dhabi et j'habitais à 5 minutes de la corniche d'Abu Dhabi. Donc j'y retourne et il me donne une enveloppe. Et j'ouvre l'enveloppe et il y a 40 000 dirhams. Ça fait 10 000 euros. Et tu t'es dit ça faisait beaucoup pour il me redonne le travail que tu as fait. En fait, je les avais, ces 40 000 dirhams, quand j'ai meublé son appartement. Donc, je les avais et je respectais le budget. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que je dépasse les 10 000 euros pour meubler son appartement. Et j'ai été hyper perspicace, minutieuse. Chaque facture détaillée. Et il restait encore un peu plus d'argent en plus. Genre un 2000 dirhams, quelque chose comme ça. Tout était facturé. Et là, quand il me tend l'enveloppe, il me dit, tenez, 40 000 dirhams. Je dis, waouh, enfin... Il me dit, c'est votre travail et vous méritez. Et ces 10 000 euros, ça a été en fait chaque euro qui a été bien dépensé, bien investi. On a acheté notre première voiture. On était pendant, je crois, 1 an et demi avec une voiture de location. Et je pense qu'on est tous passés par là. On est en voiture de location et puis on se débrouille à faire des petits boulots, etc. Donc on a acheté notre première voiture. Et puis, grâce à ça, oui, on a payé aussi notre appartement annuel. Bon, c'était en plusieurs chèques, mais c'était bien. On avait un one bedroom sur la corniche à Abu Dhabi, dans une résidence flambant neuve avec piscine, salle de sport. Waouh! Première fois, donc tu étais excitée un peu de... C'est pire que de l'excitation, tu vois. À ce moment-là, c'est c'est donc ça. C'est donc ça, chaque salaire, c'est donc ça la vie. Rien qui tombe comme ça du ciel, et rien qui n'arrive par hasard. Et j'en voulais encore plus. Donc, du coup, je me suis motivée à aller encore plus en chercher. Je me suis un peu associée à l'Alliance française d'Abu Dhabi, aux ambassades françaises. C'est vrai que je suis restée un peu sur ma zone de confort. Dans ma zone de confort à ce moment-là, je suis vraiment restée bloquée un peu avec la communauté française. Et puis après, tout doucement, je me suis ouverte avec les locaux, les Jordaniens, les Libanais de la région dans laquelle j'habitais, donc Abu Dhabi. Et puis voilà. Voilà. C'est très très bien. C'est déjà beaucoup. Voilà comment ça a commencé. C'est très intéressant en tout cas ton histoire. Donc on va passer à la question suivante. Alors quel était ton tout premier déclic vers la création ou l'entrepreneuriat ? C'était quoi ton... C'était très jeune. Je pense que c'était... Je vais te dire, c'était pas un déclic. Je pense que c'était ma première idée entrepreneuriale.
Elle est ridicule, elle est super drôle. Et ma mère, elle doit s'en souvenir, c'est sûr. Je devais avoir 8 ans. Ah oui, ça a commencé Ouais. très très petite. Je devais avoir 8 ans et en fait, j'avais créé dans mon lotissement un genre de crew, un genre de team avec les jeunes filles en fait de mon lotissement, de ma résidence. Et en fait, j'étais une passionnée de danse et de musique. Et ce que je faisais, ce que j'adorais faire, c'était de créer en fait des groupes de danse. Et en fait, on crée des chorégraphies. Et ces chorégraphies-là, je les faisais vendre en termes de spectacle aux parents en fait du lotissement. Donc, je prenais 5-6 filles, on faisait le crew, on créait en fait la chorégraphie, le spectacle, la mise en scène. Je créais absolument tout, les musiques, les baffes. Je créais vraiment un setup complet. Et en fait, le week-end, on proposait ça comme un genre de kermesse en fait à la résidence. Okay. Et les gens devaient payer l'entrée. Voilà. D'accord. C'était mon premier business, tu vois, qui m'a apporté de l'argent. Ta première idée. Ma première idée entrepreneuriale, c'était voilà, de créer des spectacles où les parents en fait venaient voir les enfants se donner en spectacle. Et nous, c'était un pur kiff. Et moi, c'était phénoménal de faire même, ne serait-ce que, tu vois, faire plaisir à mes parents et les voir, en fait, venir nous voir en spectacle comme ça, c'était formidable pour moi. Voilà. C'est vrai que c'est différent de, Ouais. de ce que tu nous racontais avant. Complètement, ouais. Mais j'ai toujours eu cette fibre-là, tu vois. Oui, de créer, d'entreprendre. Ouais. Surtout de créer. Surtout, oui, tu as beaucoup d'idées. Ouais, j'ai beaucoup d'idées, ouais. Tu débordes d'idées. Complètement. Intéressant. Maintenant, je vais te poser un peu la question de comment, en fait, cette transition vers l'immobilier. Ok. Comment tu t'es dit, je vais passer à faire agent immobilier. Comment je suis devenue agent immobilier. Tu sais, dans un premier temps, il y a eu réellement 2 bridges, 2 ponts qui me contactaient, qui me sollicitaient pour que je meuble leur appartement, que je rénove leur appartement. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils me sollicitaient également pour des conseils immobiliers. Alors, c'est des clients qui parfois, ils vivaient à Dubaï, à Abu Dhabi, Ajman, peu importe, ce sont des expatriés. Donc, il faut savoir que les expatriés ici, la plupart du temps, les Européens, en tout cas que j'ai fréquentés, ne payaient pas leur loyer. Donc, ils sont mutés, entre guillemets, par leur société. Leur société va leur donner une allowance, un budget à ne pas dépasser par an en location. Et parfois, ils me sollicitaient. Est-ce que tu peux me trouver une location dans telle ou telle localisation, avec ce type de community, de amenities. Donc, je les aidais. Te donner un petit peu leurs critères. Voilà. Et toi, avec ça, tu essaies de trouver leur J'essayais un petit peu de les guider, de les aiguiller. Et puis, tout doucement, j'avais des demandes d'achat. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, moi, je commence à générer un peu d'argent grâce au design intérieur. Et c'est là, en fait, que je me dis, donc je parle à mon époux, je lui dis, et si on achetait un appartement ? J'ai vu qu'il y avait des facilités de paiement à Dubaï, ça a l'air simple. Puis à l'époque, tu avais un one bedroom pour 500 000 dirhams. Pour ton achat personnel ? Ouais. Je voulais faire un premier investissement. Alors j'ai toujours eu cette façon de m'organiser financièrement, c'est réellement me forcer à investir pour que je puisse être capable tous les mois de sortir telle somme. Tu vois ? Donc je me suis dit, écoute, on va se renseigner. Et en fait, je vais sur Facebook. Et en arrivant sur Facebook, je tombe sur une jeune femme. Et cette jeune femme, elle est agent immobilier. C'est une Française qui est agent immobilier à Dubaï. Et je clique sur ce profil. Et d'ailleurs, j'ai un grand respect et beaucoup de reconnaissance parce que c'est une personne qui m'a beaucoup apporté. On s'est beaucoup apporté mutuellement. Cette personne, donc je la contacte. Elle est agent immobilier. Et en fait, elle travaille dans une agence immobilière à GVC d'ailleurs, Jumeirah Village Circle. Et puis, du coup, elle est mon agent immobilier à ce moment-là, tu vois. Ok, je comprends. Et en fait, cette nana, donc je reste en contact avec elle. Elle devient mon amie. On est d'ailleurs toujours en contact, moi et elle. Je lui apporte de la clientèle. Je lui apporte du monde. 1, 2, 3 clients qui achètent du coup par son biais. Et en fait, je me rends compte que j'ai une demande phénoménale. Les gens me font confiance. Je me rends compte que par le conseil que je donne, par le temps que je consacre en fait à mes clients, les gens me font confiance et vont me recommander en fait à leurs amis, leur famille, leur femme, leur mari. Et en fait, c'est à ce moment-là que je crée mon agence immobilière. À partir de combien de clients, on va dire, de gens potentiels que tu conseilles en immobilier, tu t'es dit, là, je vais la créer, mon agence ? Est-ce
que tu as un chiffre un peu en tête? Je pense que j'ai dû faire investir dans un premier temps une 40aine de clients. D'accord. Et après ce chiffre-là, je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup, beaucoup de travail. Parce que vendre un bien immobilier, ce n'est pas que vendre. C'est du conseil, c'est du suivi, c'est du conseil et du suivi après-vente. Et donc, c'est énormément, énormément de temps. Et en fait, c'est vrai que quand tu travailles en tant que... Parce qu'il faut se le dire, j'étais apporteur d'affaires pour cette agence-là où mon ami travaillait. Oui, à tes débuts, ouais. Tout à fait. C'est ça. Donc, j'étais payée par cette agence-là, donc il y avait une espèce de partage de commission, donc j'étais moins rémunérée que si j'étais moi-même agent immobilier ou moi-même fondatrice d'une agence immobilière. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu le déclic, parce que c'était du coup ma clientèle, et puis encore une fois, je passais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au téléphone, physiquement, donc je me suis dit, je pense que c'est le bon moment, parce que les gens me font confiance d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui est important, et quand on parle de personal branding, il est hyper important de se resituer. Les gens investissaient avec moi. Ils investissaient parce que c'était moi. Ils n'investissaient pas parce que c'était le promoteur ou même l'agence immobilière dans laquelle je travaillais. Non. C'est vraiment ta personne. C'est ma personnalité qui a fait tout le travail. C'était, en tout cas à ce moment-là, moi je le voyais, c'était Shiraz, c'était, j'étais pour mes clients à ce moment-là une figure emblématique. Il n'y avait pas beaucoup d'agences immobilières françaises. Vraiment très, très peu. Et puis, attends, moi, je te rappelle que j'avais 20 ans. Allez, parce que j'ai fait mon agence à 21, pardon. J'allais sur mes 21 ans. Donc, quand je fais mon agence à 21 ans, moi, mes clients, ils ne savent pas qu'en face d'eux, ils ont une nana de 21 ans. Ils ne savaient pas du tout ton âge? Pas du tout. Tu te présentais pas? Jamais. Parce que l'âge ne définit pas la maturité. Ça, c'est vrai. Et j'ai toujours eu une longueur d'avance. C'était difficile plus jeune, mais mentalement. Anyway, voilà. D'accord, bon, on en sait plus en tout cas du coup Ouais. par rapport à ta transition vers l'immobilier. Et dans ce métier, qu'est-ce que tu trouves plus motivant et challengeant? Alors, le plus motivant, on va être très, 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 très honnête, et je pense que c'est le nerf de la guerre, hein, c'est l'argent. Ma vie a complètement changé. Encore une fois, ce n'est pas tombé du ciel, c'est comme le design intérieur. J'ai d'ailleurs toujours ma compagnie de design intérieur et de rénovation qui est aujourd'hui complètement gérée par mon époux. Donc, il est constructeur, lui, à 100%. Donc, ses équipes sont à Abu Dhabi. Mon mari a une société de construction à Abu Dhabi, mais il travaille également à Dubaï. Ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que l'immobilier est venu se rajouter en complément d'argent. Et c'est vrai que c'est un plus. C'est un plus. Et à côté de ça, ce qui est le plus challengeant, à part l'argent, hein, bien évidemment, mais il faut être très honnête, c'est le fait que tu changes la vie des gens. Parce que par ton biais, quand tu les conseilles bien, ils vont gagner de l'argent aussi. Donc, tu vas les faire investir sur le bon produit. Ils vont bien miser, mais ils vont bien gagner derrière. Donc, c'est aussi hyper gratifiant pour moi d'avoir aujourd'hui, je l'ai toujours dit lors de mes conférences, d'avoir des jeunes hommes qui avaient à l'époque 18 ans, pouvoir investir dans l'immobilier et aujourd'hui générer des revenus à 3 000 euros par mois comme ça depuis déjà 3 ans, mais c'est magnifique. Tu vois, ça, c'est gratifiant pour moi. Tu changes la vie un petit peu de la personne. Complètement. Les revenus, ça change énormément la vie d'une personne. Donc. Complètement. Voilà. D'accord, très bien. Donc maintenant, on va parler un peu de ton côté maman. Ok. Alors, donc, comment est-ce que tu arrives à jongler entre ta vie personnelle et professionnelle? Alors, ton équilibre un petit peu. Il n'y a pas réellement de... C'est pour le mettre en priorité dans un premier temps. Quand je dis en priorité, c'est je suis la priorité, mais il est en seconde place. Pourquoi? Parce que si sa maman n'est pas bien, l'enfant ne va pas être bien. Donc je me mets en priorité, je fais en sorte d'être bien mentalement, physiquement, en bonne santé pour bien m'occuper de lui. Et aujourd'hui, comment je jongle entre et le professionnel et la vie de maman? C'est très simple, j'ai ménagé mon temps, j'ai organisé ma vie complètement différemment, je suis beaucoup plus près de la maison, j'ai un nouveau bureau qui est à seulement 10 minutes de chez moi, donc ça me permet de le récupérer à l'école, de le poser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va être très très honnête, on a beaucoup de chance aux Émirats parce qu'on a beaucoup d'aide. Donc je ne vais pas mentir aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Aux Émirats, on a des nannies, on a des gouvernantes, on a des chauffeurs, on a des activités à foison pour les enfants. Donc aujourd'hui, je ne peux pas
trouvé de failles dans mon rôle de mère et d'entrepreneuse. Peut-être que si j'étais en France, la vie aurait été plus difficile, d'accord ? Donc aujourd'hui, c'est très simple, il y a une nanny à la maison qui est 24 heures sur 24 là, mais mon rôle de maman, il reste mon rôle de maman. Les couchers, c'est moi, les douches, c'est moi, les repas, c'est moi, les week-ends, c'est toujours moi. Les voyages, comme tu le sais, mon fils vient avec moi de partout. C'est vrai. Il manque aucun voyage. Il manque aucun voyage. J'ai une conférence à Montréal, il est là. J'ai une conférence à Paris, il est là. Je ne l'ai jamais laissé plus de 6 heures à quelqu'un, tu vois. Il est toujours avec moi. J'ai décidé d'avoir un enfant, et il va vivre la vie de star avec sa mère. Je pense qu'il doit bien apprécier quand même de voyager tout le temps avec toi. Mais des fois, ça le saoule. Hein. Ah, ça le saoule ? Petit ingrat. Ok. Donc voilà. D'accord. J'organise ça comme ça. Donc je pense que quand même ça facilite beaucoup avec tous les services qu'on a ici à Dubaï, donc ça t'allège un petit peu au niveau de ça. Complètement. C'est pour ça que tu peux concilier les deux très facilement. Bien sûr. Comparé à d'autres pays. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de respect pour toutes ces femmes, pour toutes ces mamans. Déjà dans un premier temps, les mamans célibataires qui n'ont pas d'époux, qui n'ont pas d'aide, qui n'ont pas de famille. Vous êtes des reines, vous êtes des warriors. Honnêtement, je ne sais pas réellement comment vous organisez, parce que c'est la réelle question à poser. J'ai beaucoup de respect pour ces femmes-là, énormément. Surtout et j'ai pas le droit de me plaindre. Célibataires. Tout à fait. C'est très très compliqué. Avec financièrement, mentalement. Ça doit être très très dur à porter. Oui. Mais du coup, quand même, tu restes un humain. Oui. Bien évidemment. Oui. Donc, tu dois avoir des petits moments, des fois, un petit peu de down, où tu dois avoir beaucoup de choses à gérer, que ça soit dans ta vie perso ou professionnelle. Mm-hmm. Comment est-ce que tu fais un petit peu pour surmonter tout ça ? Les moments down ? C'est ça, les moments où tu as une surcharge mentale, de down, ou des fois quand tu es peut-être trop fatiguée parce que tes journées sont très très intenses. Ok. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une question qui est importante parce que malheureusement, et j'ai pas honte de le dire, il m'est arrivé des moments où j'ai eu ce qu'on appelle des burn-out. J'ai eu un gros burn-out l'année dernière qui a été très 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 difficile à cause de cette charge mentale. Parce qu'on a toujours ce souci de la performance. On veut être performant, on veut être la meilleure dans tous les plans, on veut gagner plus, on veut être une bonne maman, on veut être une bonne épouse, on veut que la maison soit propre, on veut que plus ou moins, on veut avoir une belle maison, on veut être belle, on veut être en bonne santé, on veut faire du sport, on est humaine. Donc on ne peut pas être partout, c'est pas possible. Donc moi, à un moment donné, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, en tout cas dans ma vie, parce que j'ai jamais été ce type de personne, j'ai fait beaucoup d'améliorations sur moi-même sur les dernières années pour éviter le burn-out, pour éviter que je sois mal et fatiguée, je fais des pauses. C'est-à-dire que je m'autorise aujourd'hui d'avoir des espèces de boundaries, des limites. Pas que tu fais rien, mais tu te dis, bon là, c'est mon moment à moi. En fait, je me protège. Okay. Si à un moment donné, je me sens débordée humainement, mentalement, ou si mon entourage autour de moi me facilite pas, ou si je me sens vraiment, tu sais, très fatiguée même par l'humain, je vais me retirer un petit peu, d'accord ? Et ça va me permettre, moi aussi, tu vois, de pouvoir ne pas être dans le conflit avec quelqu'un, ou de pas dire quelque chose qui va dépasser mes pensées. Ça aussi, c'est hyper important. Et après, de l'autre côté, je vais me faire plaisir. Je vais prendre du temps pour moi, me retrouver seule. Voilà, par exemple, je vais me faire un lunch au calme, toute seule. Je vais réfléchir, je vais poser mon smartphone et je vais me retrouver avec moi-même. Se retrouver avec soi-même. Vous êtes la femme, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. C'est vous et personne d'autre. Alors prenez soin de vous. Il faut prendre soin de soi. Et peu importe vos enfants, votre mari, votre petit copain, votre maman, votre papa, c'est vous. C'est vous et vous-même. That's it. Donc, je prends soin de moi en me spoilant, en me faisant plaisir. Vous n'êtes pas obligé de vous faire plaisir par des choses chères. Vous pouvez vous faire plaisir par un coiffeur, par un sauna. Vous pouvez vous faire plaisir par un bon fast-food. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, tu as envie de te faire plaisir par quelque chose qui est bien gras, par un bon gâteau au chocolat. Fais-le. Vraiment ce qui te fait vraiment plaisir à toi-même. Comme ça, au moins... Un bon gâteau au chocolat. Alors, toi, c'est un bon gâteau au chocolat. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'oublier. Tout à fait. Prendre soin de soi, comme ça au moins tu peux être bien performante après complètement. Sur tous les aspects. Tout à fait.
Est-ce que tu as un petit peu des routines ou habitudes qui t'aident à garder un petit peu l'équilibre de tous les jours? Alors, je suis une personne qui n'est pas du tout disciplinée de base et qui n'est pas du tout organisée. Et c'est d'ailleurs pourquoi tu es là dans ma vie. Pendant très très longtemps, j'avais vraiment beaucoup de mal avec l'organisation. J'étais une grande fan de la procrastination, toujours à remettre à demain ce que j'aurais pu faire hier ou aujourd'hui. Et malheureusement, ça m'a beaucoup, beaucoup impacté et je le reconnais. Pourquoi ? Parce que cette procrastination, donc sans routine, sans organisation, m'a fait manquer beaucoup d'opportunités, même de l'argent parfois, des rencontres. Voilà, le fait de ne pas aller à certains événements, le fait de ne pas faire du sport, tu vois, ou aller à des cours de sport, qui m'ont aussi malheureusement fait un petit peu glow down ma santé, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est très simple. J'essaie de déléguer le plus possible. Et en fait, le fait de déléguer le plus possible me ramène en fait à une vie et à une routine qui est beaucoup plus simple. Donc en fait, tout ce que je vais déléguer, vous allez l'organiser pour moi. Et en fait, ce qui va me rester, je vais l'organiser de mon côté. Donc sur 80%, allez, sur 100% de travail, il va me rester que 20% de travail et 80% d'organisation pour vous. Et 20% d'organisation pour moi. Donc c'est beaucoup plus facile. Donc c'est vrai que la délégation, elle est difficile dans un premier temps parce que tu peux pas tout déléguer. Enfin, c'est pas possible, d'accord ? Toi, t'es toi et tu pourras jamais te cloner, ok ? Quoique on peut. Pardon ? Quoique on peut. Quoique, oui, ouais. Elon Musk veut le faire, ouais. Anyway, mais c'est vrai que le fait de tout déléguer aujourd'hui, de presque tout déléguer, me permet aujourd'hui d'avoir une routine qui est beaucoup plus simple et je me mets absolument pas la pression. C'est-à-dire que je me dis pas que je dois me réveiller tous les matins à 6h30, je dois faire ça. Non, je fais en fonction de mon humeur. Parce que je m'écoute et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneuse, on peut pas en fait se mettre... on peut pas se mettre en fait des pressions psychologiques parce que ça fonctionne. Moi, en tout cas, ça fonctionne pas avec moi. J'y arrive pas. Donc, j'essaie d'être le plus perspicace possible dans mon travail. Bien évidemment, je ne rate pas mes rendez-vous. J'essaie de noter le plus possible. Je fais un peu de journaling. Donc, j'écris beaucoup, ce que je ne faisais pas avant. Aujourd'hui, j'essaie de réellement tenir un agenda et d'écrire à main levée, non pas sur mon smartphone, parce que ça, j'y arrive pas, mais vraiment écrire me permet réellement de vider et de mieux m'organiser. Comme ça aussi, ça optimise ton temps quand tu délègues les tâches que tu t'estimes que les autres peuvent faire à ta place. Tout à fait. Donc comme ça, faire ton emploi du temps c'est ça. Comme tu as envie. C'est ça. Du coup, maintenant, on va parler un petit peu d'un truc un petit peu secret. Ok. Qui est Rich and Free. Ok. Peux-tu nous en dire plus ? Alors, s'il te plaît. C'est secret. Alors, oui, maintenant, non, du coup, c'est plus secret. C'est plus secret. Normalement, si vous voyez cette vidéo, ce n'est plus censé être un secret parce que vous allez devoir... vous allez voir le teaser dans pas très longtemps sur les réseaux sociaux. Bon, c'est déjà fait. Anyway, alors Rich and Free, la richesse du coup et la liberté. La richesse et la liberté, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses parce que la richesse n'est pas réellement que lié à l'argent. La richesse, c'est le fait de pouvoir être riche mentalement, riche financièrement également, riche au niveau de ses sentiments également. Donc, j'ai créé Rich and Free à se sentir indépendante financièrement. Et je pense que ça va clairement changer la vie des femmes. Il y a quelques années, quand je suis arrivée à Abu Dhabi, dans mes débuts, j'ai pas eu cette chance d'être guidée, d'être aiguillée, malheureusement. J'ai eu beaucoup, beaucoup de lacunes, et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'en être arrivée là. Voilà, j'ai eu beaucoup de déceptions, j'ai eu également beaucoup de maladresse. Je ne vais pas rentrer réellement dans tous les détails, mais je pense qu'à ce moment-là, j'aurais réellement aimé avoir une personne comme moi qui puisse m'aider, me guider, me conseiller, me coacher. En fait, il me manquait un mentor. Et aujourd'hui, je veux être cette personne qui aide les femmes, qui aide les jeunes filles à pouvoir entreprendre en fonction de leurs passions, en fonction également de leurs idées, de leurs besoins, et pouvoir les situer et créer en fait pour elles un univers qui va leur permettre de gagner de l'argent tout en étant en fait libre, tout simplement. Qui va être une plateforme en ligne, vous allez pouvoir vous coacher,
Vous allez pouvoir être coaché, vous allez pouvoir vous former et vous allez pouvoir entreprendre grâce à un coaching 100% personnalisé pour vous. Voilà. J'en dis pas plus. T'en dis pas plus. Je voulais te poser une question, mais on s'arrête là. Ok. Donc maintenant, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit, je vais arrêter, là c'est trop pour moi, ou tu as toujours voulu continuer comme ça et te dire non, c'est fait pour moi, du coup maintenant j'arrête pas et je continue à me lancer? Oui, alors, je pense que les moments où j'ai réellement voulu arrêter, parce que je vais pas vous mentir, ça m'est arrivé plein de fois, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que tu veux à entreprendre? Pourquoi tu as plein d'idées comme ça? Pourquoi tu te lances toujours dans des nouveaux challenges, des nouveaux business? Pourquoi tu vas aussi loin? Et en réalité, ce qui m'a souvent réellement freinée et rendu plus ou moins mal, c'est ce que je te disais, dont l'espèce de dépression que j'ai eue à un moment donné. En réalité, c'est le fait de devoir, supporter la pression émotionnelle. Parce qu'aujourd'hui, tu es une personne, je suis une entrepreneuse, en tant que fondatrice d'une agence immobilière, je vais devoir jongler entre les économies de mes clients. Et donc, leurs économies, je suis censée les placer dans des biens immobiliers, dans des produits immobiliers qui doivent être rentables. Ils doivent être, au bout d'un moment, ça doit être sur toute la partie, en réalité, de l'investissement, ça doit être positif. Il ne doit pas y avoir de moment où il y a du négatif. Il faut que ça soit toujours du positif. Donc toi, en fait, tu as toujours cette crainte que ça se passe mal. Parce que ces fameux clients te confient leurs économies de toute leur vie. Donc parfois, ils ont travaillé pendant 25 ans et ils t'ont confié leur argent dans les mains. Et toi, en fait, en réalité, tu te dis, je sais pas, il y a un tsunami demain, un tremblement de terre, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas de ta faute. C'est pas la tienne, c'est sûr. Mais tu es constamment, tu vois, comme ça, en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que il va pas y avoir un boom? Est-ce que ça va craquer? Et toi, en réalité, tu connais pas l'avenir. Tu vois. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, tu as cette pression-là, premièrement. Deuxièmement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce fait de courir derrière la performance, d'être la meilleure, de vendre tant d'unités par mois, d'être la meilleure chez tel ou tel promoteur immobilier, ça aussi, ça tue ton moral, ça te fatigue émotionnellement. Et à côté de ça, le fait de dealer également avec des personnes, des collaborateurs autour de toi qui malheureusement ne matchent pas avec ton énergie. Ça, je pense que ça a été le plus difficile pour moi ces dernières années, c'est le fait réellement d'avoir autour de moi des personnes qui n'avaient pas cette reconnaissance-là. C'est très difficile, hein, le fait de ne pas avoir de reconnaissance de personnes à qui tu as donné, énormément donné, que tu as appris, que tu as conseillé. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que Rich & Free arrive au bon moment. Parce que je veux réellement apporter mon expertise, mes conseils aux personnes qui méritent. Parce que j'ai donné beaucoup de mon temps, beaucoup de mes conseils, beaucoup de ma compassion à des personnes malheureusement qui ne méritaient pas. Donc aujourd'hui, je veux réellement tout recibler, tout faire en sorte de bien nettoyer autour de moi et de créer un environnement qui est 100% sain. Ça me motive, je suis très excitée par cette nouvelle aventure. Hâte de voir. Ouais. Et maintenant, si tu devais recommencer tout aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais dans ton parcours ou peut-être les choses comment tu les as fait auparavant avec le recul? Ouais. Et je pense que je serais beaucoup plus attentive aux signes autour de moi. J'essaierai d'être plus en confiance avec moi-même parce que c'est vrai que j'ai commencé très jeune, je n'avais pas réellement confiance en moi. Quand je dis confiance en moi, la preuve, quand le client luxembourgeois m'a demandé ma prestation, je ne savais pas réellement quoi lui dire, tu vois. Donc je pense que le fait d'avoir plus confiance en moi, tu vois, tu gagnes plus de temps. Puis aujourd'hui, j'ai la confiance en moi, je l'ai à 100%, tu vois. J'ai aujourd'hui la capacité de pouvoir conférencer en face de 300, 400 personnes et c'est difficile parfois en conférence immobilière. Tu es en face de 300 voire 400 personnes et dans ce public de 300 à 400 personnes, tu as des fiscalistes, tu as des juges, tu as des avocats, tu as des experts en gestion patrimoine et eux parfois ils sont là
pour te dévier un petit peu de ton sujet et ils veulent te casser, tu vois. Et parfois, ça part en punchline. En pleine conférence. En pleine conférence. Donc, tu vois, cette confiance en moi que j'ai aujourd'hui, ben, je l'ai appris par moi-même. Avec le temps aussi. Avec le temps. L'expérience, le fait d'être maman aujourd'hui, c'est vrai, ça m'a fait... je me suis pas mal canalisée et j'ai beaucoup plus de répartie aussi, parce que quand tu deviens mère, tu deviens une vraie lionne. Et il y a de la répercussion. Tu t'adoucis un petit peu aussi quand tu deviens maman? Oui, c'est vrai. J'étais beaucoup plus bagarreuse, plus jeune. Ah non, mais je disais pas ça pour toi. Mais en général, quand on devient maman, on est un peu plus calme, un peu plus posé oui. que quand on a 19 ans. Ah oui, complètement. On n'est pas du tout la même. Tout à fait. Non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Donc, s'il fallait changer les choses et tout recommencer, entre guillemets, oui, je ferais en sorte d'avoir plus confiance en moi et j'écouterais les signes autour de moi. Et c'est vrai que, par exemple, mon époux, il a une espèce d'instinct. On dit toujours l'instinct féminin, mais il a un instinct aussi masculin qui est très, très développé. Waouh! Parfois, il a une longueur d'avance que je trouve phénoménale. Je sais pas. Et tu l'écoutes? Je l'écoute pas réellement, et il le sait, mais c'est vrai que avec du recul, et aujourd'hui avec les années qui passent, je prends beaucoup plus de temps, oui, à communiquer avec mon époux et à comprendre un petit peu les signes autour de moi. Je suis moins rentre dedans, tu vois. Dans mes débuts, je voulais tout faire toute seule. J'écoutais pas réellement ses conseils. Pourtant, il avait des très très bons conseils à me donner, vraiment très très bons conseils sur l'entrepreneuriat, sur la façon de m'exprimer, sur la façon de gérer mes relations également amicales, etc. Il m'a souvent bien conseillé sur des personnes que je fréquentais, par exemple. Je le croyais pas, tu vois. Et il avait raison. Écoutez vos maris. C'est pas bon. Après, si, je pense que c'est des bons conseils, mais au tout début, on a envie de faire par soi-même, de faire et après tout à d'écouter les autres. Ouais, c'est ça. Exact. Faire sa propre expérience. Exact. Et pour terminer... C'est fini, ça y est? Non, je rigole. Et pour terminer, quel conseil simple donnerais-tu à quelqu'un qui hésite à se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, un conseil que je pourrais donner, je pense, c'est ne pas hésiter à demander de l'aide dans un premier temps si vous êtes perdu et que vous souhaitez au fond de vous entreprendre. S'entourer, ne pas avoir honte de faire appel à des coachs, des mentors qui vous inspirent confiance, même sur les réseaux sociaux. Ne pas attendre pour entreprendre. Commencez même si c'est petit. Ne pas avoir peur. Commencez petit. Même si vous savez que vous allez générer 1 000 € par mois, c'est pas grave. Commencez même petit. Ne pas attendre. Voilà. Je pense que c'est le conseil que je donnerais aux jeunes femmes, aux personnes qui sont peut-être même plus jeunes que moi. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez entre 18 et 22 ans, que c'est le début de l'entrepreneuriat pour vous, que vous vous questionnez, n'hésitez pas à faire appel à des mentors, à des coachs, à des thérapeutes sur le mindset, sur du coaching en business. Je pense qu'il est important de bien s'entourer dès le départ, de comprendre où est-ce qu'on veut aller, parce que parfois on est complètement perdu. Donc entourez-vous des bonnes personnes, c'est hyper important. Je pense que d'ailleurs le meilleur conseil que je peux donner, c'est entourez-vous de bonnes personnes. Et n'hésitez pas à faire le ménage autour de vous si ça ne va pas, si vous ne vous sentez pas bien avec ces personnes-là. Et voilà, écoutez votre cœur, soyez bon et puis faites confiance à Dieu parce que tout est écrit d'une manière ou d'une autre. Et il y a une phrase que je dis toujours, c'est « No risk, no risk ». Le risque, c'est ce que Dieu nous a donné sur Terre. Les causes, si vous ne prenez pas de risque, ce risque ne viendra pas à vous, malheureusement. Voilà. Donc, je pense que c'est les conseils que je peux donner aujourd'hui aux jeunes entrepreneurs. Prenez note. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Avec plaisir. Ça nous a permis d'en savoir un petit peu plus et sur ton parcours. Merci à toi. Ça a été très intéressant. Et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau podcast. Bye bye. Bye bye.